À cette nouvelle réunion d'information sur les élections européennes, à 9 jours du scrutin, à Ille-sur-Tête, où nous faisons de très jolis scores aux élections, mais où manifestement les gens ont du mal à venir jusqu'à nous. L'essentiel, c'est qu'ils votent, vous me direz, mais il ferait bien aussi de venir écouter, parce que ce n'est pas à la télévision qu'on va leur dire la meilleure chose qui soit pour parler de notre campagne électorale. Je crois que vous suivez l'actualité d'une manière continue, puisque vous vous intéressez à ces élections, et qu'aujourd'hui, le débat, finalement, il est entre Macron et nous, dans un face-à-face qu'il a lui-même installé, puisqu'il rêve tout simplement de rassembler sur son nom à la fois une partie des Républicains qui l'ont rejoint depuis déjà pas mal de temps, mais qui le rejoignent encore, et puis de finir d'anéantir le Parti socialiste, qui, je le rappelle, dans les intentions de vote, est en dessous de 5%, ce qui serait quand même une première, je ne vais pas dire historique, mais si, depuis 50 ans, qui serait quand même une première. Depuis le score de Defer aux élections de 65. C'est un débat qu'il veut installer tout simplement parce qu'il compte refaire un mandat et qui, dans cette dernière ligne droite, veut tout simplement arriver en tête pour imposer le reste de son programme et tenter de nous faire admettre les dernières réformes qu'il a en tête et qu'évidemment le peuple ne veut pas. Juste un petit mot, parce que je l'ai regardé en partant tout à l'heure. Il a attaqué deux mouvements, le Rassemblement national et les Gilets jaunes. Voilà, au moins avec ça, comme si l'un et l'autre participaient au gouvernement de la France. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est président de la République, c'est son gouvernement, c'est sa majorité, et il est soutenu par un certain nombre de personnalités de droite et de gauche. Et quand les députés En Marche nous vendent le nouveau monde, je suis au regret de dire à tout le monde, précisément, que moi je vois beaucoup d'anciens visages, puisque successivement, aujourd'hui, ces porte-paroles s'appellent M. Bayrou, on ne peut pas dire que ce soit un perdreau de l'année, Jean-Pierre Raffarin, laissez-moi vous dire, c'est encore pire, Ségolène Royal, on l'avait oubliée, mais elle est toujours là, et un certain nombre d'autres ministres que j'oublie comme ça, mais qui sont allés tous soutenir M. Macron dans cette élection européenne. Cette élection européenne, elle est très importante, pas seulement pour la France, et pas seulement pour l'Europe, mais pour les deux, pour des raisons, j'allais dire, qui se rejoignent, mais qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Elle est importante pour la France parce que Macron en a fait un enjeu national. Il dit partout désormais, c'est eux ou nous. Soit c'est eux qui arrivent en tête, et pour lui c'est une honte, soit c'est nous qui arrivons en tête, et à ce moment-là on a gagné l'élection et on continue comme avant, et comme si de rien n'était. Et ça, c'est un mot d'ordre et un slogan, il faut systématiquement le rappeler aux électeurs. Voilà. C'est Macron qui a installé ce débat, et c'est lui qui doit le perdre. Aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, encore ce soir, sa candidate, Mme Loiseau, est 2-3 points derrière, et j'espère bien qu'elle le restera jusqu'à la fin. Mais ils vont mettre tous leurs arguments et tout leur personnel dans la bataille, au point que, très honnêtement, qu'un président de la République fasse une campagne européenne plutôt que s'occuper des affaires de l'Élysée, ça en dit long sur l'état de désarroi du président et sur la capacité du gouvernement à mener des réformes. Et c'est donc un enjeu national. Il y a des Français qui sont mécontents et ils le montreront. Alors vous allez me dire, mais c'est dommage parce qu'on ne parlera pas du fond. Bien si, justement, il faut parler aussi du fond et il faut dénoncer un certain nombre de mensonges. Je le répète à toutes mes réunions, le premier mensonge, il est sur l'argent qui est censé être apporté par l'Union européenne. L'Union européenne n'apporte pas d'argent. Il faut quand même que les Français se le mettent dans la tête.
Ce sont les Français qui paient leurs impôts, et ce sont leurs impôts qui sont donnés à la Commission de Bruxelles, à l'Europe, à l'Union européenne, et l'Union européenne nous en restitue une partie par l'intermédiaire d'un certain nombre de politiques sociales, régionales ou la PAC, les agriculteurs, mais en aucun cas c'est de l'argent européen qui viendrait comme ça grossir le budget français et nous faire des largesses. C'est faux. Et je rappelle les chiffres, puisque nous avons voté cette année la contribution pour le budget de l'Union européenne de l'année prochaine. Au budget 2019, il est inscrit 23,2 milliards d'euros. 23,2 milliards d'euros que l'on prend du budget de l'État français pour le donner à l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle en restitue à la France 13 à 14. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes, ça dépend des instituts, entre 7 et 10 milliards de notre poche pour payer d'autres choses en Europe, ou d'autres pays, y compris des pays qui viennent nous faire concurrence sur notre propre territoire, avec des travailleurs détachés, avec des produits agricoles moins chers et qui n'ont pas les mêmes normes, etc., etc., etc. C'est ça l'Union européenne. C'est pas être contre l'Europe, c'est être contre une manière de faire fonctionner l'Europe. C'est quand même deux choses bien différentes, et c'est le premier mensonge de l'Union européenne. Et tous les jours, le Parisien, il y a encore quelques jours, titrait « Grâce à l'Union européenne, l'agriculture se porte bien ». Non, ce n'est pas grâce à l'Union européenne. C'est grâce à l'argent français qui est donné à l'Union européenne, les agriculteurs bénéficient de subventions. Mais tout aussi bien, on pourrait nous-mêmes directement donner ces subventions à nos agriculteurs pour qu'ils produisent des produits de qualité et qu'ils continuent, j'allais dire, à faire vivre la ruralité et à améliorer la qualité de ce que l'on nous sert dans nos assiettes. C'est valable pour nous, c'est valable pour nos enfants, car je pense qu'aussi, à l'école, il y aurait évidemment beaucoup de choses à faire. Premier mensonge. Deuxième mensonge, l'affaire du droit européen. La France n'est plus un pays souverain, tout simplement parce que ses lois sont inférieures à la législation européenne. Et quand elles ne sont pas inférieures à la législation européenne, nous vivons sous la domination de la jurisprudence des deux cours de justice européennes, celle des droits de l'homme et celle de la justice européenne, celle qui, il y a encore quelques jours, décidait que l'on pouvait porter le voile sur son lieu de travail, contre la loi de laïcité française. Voilà l'exemple type d'une décision qui s'oppose à une loi française, mais qui est au-dessus, qui est considérée par nos tribunaux comme supérieure. Ça, c'est pour le droit, et c'est très important. Et les Français ne mesurent pas à quel point toutes les législations qui s'appliquent à nous sont directement décidées à l'échelon supérieur européen. C'est aujourd'hui à peu près entre 80 et 90% des textes qui s'appliquent à la France. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand nous, députés, nous faisons des propositions de loi, elles passent d'abord par une commission qui étudie si ce que nous proposons est conforme à la législation européenne. C'est bien que nous sommes donc inféodés à un droit supérieur et que nous sommes donc, j'allais dire, sous tutelle, en quelque sorte. Nous sommes sous tutelle de quelque chose qui nous est imposé. C'est valable pour les textes européens, c'est valable pour la jurisprudence, mais j'allais presque vous dire, c'est valable dans tous les domaines, puisque même bouger un point de TVA, le gouvernement français ne pourrait pas le faire. Il doit aller demander l'autorisation à la Commission de Bruxelles de le faire. Il faut que vous en soyez conscients de tout ça. Les prix de l'essence, par hasard, n'ont pas augmenté. Les prix de l'essence, par exemple, n'ont pas augmenté par hasard. C'est parce qu'il y a un certain nombre de textes qui, aujourd'hui, contraignent un certain nombre, les pays, à mettre des taxes sur les énergies, à avoir des TVA sur les énergies, etc., etc. Ne croyez pas que tout ça est fait par hasard et que la France échappe à la législation européenne. Mais malheureusement, les Français ont l'impression que tout ça est loin. Ben, l'Europe, c'est fait pour engraisser quelques députés européens et quelques hauts fonctionnaires, et finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert énormément.
Ça sert en matière économique, ça sert en matière sociale, ça sert en matière, j'allais dire, stratégique. L'Union européenne, si elle existait, elle parlerait d'une même voix dans les conflits internationaux. Comment vous expliquez qu'une partie de nos alliés sont plutôt tournés vers les États-Unis, une autre partie de nos alliés, je parle en Europe, des pays qui sont plutôt tournés vers la Russie, et que, par exemple, dans la matière industrie militaire, beaucoup de pays, notamment de l'Europe de l'Est, achètent plutôt américains plutôt que d'acheter français ou d'acheter des avions de combat français. Voilà un exemple type de l'Union européenne n'existe pas. Et ça, c'est en matière d'industrie. Et tous les emplois que nous avons perdus depuis maintenant des décennies et des décennies sont directement la conséquence des mauvaises décisions qui ont été prises à Bruxelles pour des raisons diverses, comme le fameux CETA, le fameux traité que nous avons passé avec le Canada, et où on nous avait promis qu'un certain nombre de choses ne pouvaient pas se faire, notamment le droit privé qui pourrait s'appliquer à la législation sur les États, en deux mots, qu'une multinationale canadienne ou américaine puisse mettre devant les tribunaux internationaux la France en tant que pays pour faire valoir ses droits face précisément à une nation comme la nôtre. Tout cela échappe complètement au radar du citoyen français, mais pourtant il en est directement, j'allais dire, la victime. Et il convient de remettre les choses à leur place. J'allais vous dire, si l'Europe fonctionnait, on ne serait pas là. Moi, je ne serais pas devant vous en train de vous expliquer que ça ne fonctionne pas. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. M. Macron dit l'Europe ne fonctionne pas, il faut en changer, il faut aller plus loin. Nous nous disons non, l'Europe ne fonctionne pas, il faut aller, non pas en arrière, il faut faire une autre Europe, une autre manière de pratiquer l'Europe. Et on sort sur le vieux débat entre les tenants de Jean Monnet, le fédéraliste, et les tenants du général de Gaulle, qui n'est toujours pas tranché. Et c'est l'un des enjeux de cette élection européenne. Soit nous allons vers la coopération entre États, le dialogue entre États, une logique de projet, de mettre en commun ce que l'on peut mettre en commun et de garder ce que l'on sait faire le mieux, ce qu'on appelle l'Europe des nations, l'Europe des coopérations, l'Europe des projets, soit nous allons vers une Europe fédérale où il sera décidé à un échelon supérieur des choses que nous ne voulons pas. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec M. Macron, puisque manifestement, il veut aller encore plus loin, c'est-à-dire vider définitivement la souveraineté nationale pour la transférer à une entité supérieure, l'entité européenne. Et laissez-moi vous dire qu'une nation qui n'a plus d'armée souveraine, une nation qui n'a plus de parlement souverain, parce que les députés aujourd'hui, honnêtement, je le dis à toutes mes réunions, ça a l'air de choquer, mais un député aujourd'hui, il ne sert strictement à rien. Et il y en a 577 quand même, qui votent des lois dont on sait que c'est d'autres qui les ont décidées avant eux, ce qui est la négation de la démocratie, et notamment de l'histoire de la démocratie française. Mais c'est comme ça. Et pourtant, de traité en traité, on est arrivé à ce point-là. Et de ce point de vue-là, ils iront encore plus loin. Et ils veulent même aller à des ministres communs à l'échelle de l'Europe, un ministre des Finances pour toute l'Union européenne, ou un ministre de la Défense pour toute l'Union européenne, et petit à petit détricoteront ce que patiemment des générations et des générations de Français ont réussi à construire avec leurs alliés européens. Parce que ne nous trompons pas, il y a de bonnes choses aussi à l'échelle de l'Europe dans les coopérations. Ariane, Airbus sont deux exemples de coopération européenne qui ont fonctionné et qui, pour les deux, ne doivent absolument rien aux institutions de l'Union européenne. Voilà, ça c'est la réalité de l'industrie et c'est la réalité du schéma institutionnel européen. La troisième, j'allais dire, chose sur l'Union européenne, c'est par rapport à la paix. On nous dit, avec l'Union européenne, grâce à l'Union européenne, heureusement, nous avons eu la paix. J'allais presque vous dire, heureusement que nous avons eu la paix après les abominables conflits mondiaux que nous avons eus par le passé et les millions de morts, de déportés et d'innocents tués pour rien dans une guerre civile européenne systématiquement qui a mené, j'allais dire, là où nous en sommes. Je pense évidemment à la Première Guerre mondiale,
parce que c'est quand même celle-là qui aura saigné l'Europe, et évidemment aussi à la Deuxième Guerre mondiale pour d'autres raisons. L'Union européenne ne s'est pas bâtie que sur la paix. L'Union européenne s'est bâtie sur un projet politique de défense des intérêts de l'Union européenne. C'est comme ça que le traité de Rome a été voté pour les plus anciens et que par la suite, d'autres traités sont venus, l'acte unique européen, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, etc., etc. Traité de Nice et le traité de Lisbonne. C'est plusieurs traités qui ont construit l'Europe. Est-ce que pour autant ça a fait la paix? Je n'en suis pas sûr, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de risques de guerre. Des guerres, il y en a eu au cœur de l'Europe, on l'oublie. Je pense à la Serbie. Il y a un conflit qui n'aurait jamais dû exister, mais que malheureusement nous avons mené contre nos alliés historiques, les Serbes. Et je pense aujourd'hui à toutes les guerres que vous avez au Moyen-Orient ou j'allais dire en Afrique, qui sont entretenues par les soi-disant démocraties européennes, mais qui font énormément de dégâts de l'autre côté de la Méditerranée. Dernier exemple en date, qui a été une aventure absolument catastrophique pour la France, pour l'Europe, c'est l'affaire de Libye. Voilà. M. Kadhafi n'était pas un ami du Rassemblement national. Mais il est évident qu'en faisant tomber le régime de M. Kadhafi, on ouvrait une boîte de Pandore et on voit aujourd'hui où nous en sommes des résultats, puisque nous avons ouvert le verrou de l'Afrique. Et entre les guerres qui existent sur cette région-là et tout ce que nous voyons à l'échelle de l'Afrique, vous en arrivez à ce résultat. Et ce n'est pas fini. On s'aperçoit aujourd'hui de l'échec de la guerre en Irak, souvenez-vous, avec là encore un énorme mensonge des États-Unis d'Amérique. Après l'attentat des Twin Towers à New York, où ils ont ciblé l'Irak, on est allé mettre Saddam Hussein par terre et son régime. Aujourd'hui, l'Irak est plus ou moins entre les mains des Iraniens. C'est-à-dire l'inverse de ce que l'on voulait. Et je ne vous parle même pas de l'Afghanistan, et je ne vous parle même pas de ce qui s'est passé en Syrie, et de ce qui est aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Sahel, où la France mène un combat, je ne vais pas dire désespéré, mais un combat contre l'islamisme radical et contre le terrorisme, mais qui commence à coûter très cher, en vie humaine, voir nos deux malheureux soldats à qui il faut rendre hommage, les fusiliers marins, les commandos marines, qui ont perdu la vie pour sauver 2 otages qui n'avaient rien à faire là-bas, mais pas que, et aussi qui commencent à coûter cher financièrement. Aujourd'hui, on peut dire que l'opération Barkhane, par an, c'est à peu près 1,5 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien. Et nous battons, les Français, avec des aides logistiques plus ou moins réelles, mais c'est vrai, un peu d'Allemagne, un peu d'Espagne, mais sur le terrain, ce sont nos soldats qui combattent, avec un peu maintenant des soldats africains, mais on voit que la poussée islamiste est en train de faire des dégâts, et on n'est pas sûr que Barkhane et les Français ne soient pas obligés, dans les années qui viennent, tout simplement, de se replier et de partir du Sahel en laissant, j'allais dire, une situation très difficile, et après avoir fait des choses quand même magnifiques avec les moyens qui sont les nôtres. L'Union européenne, là, vous n'entendez pas parler, parce que tout simplement, elle n'existe pas, et que les intérêts de certaines nations ne correspondent pas forcément aux intérêts d'autres nations, et notamment aux intérêts de la France. Le dernier point, c'est le plus difficile, parce que c'est aussi le plus humain, si je puis dire. C'est l'affaire de l'immigration. Et là aussi, il faut tordre le cou à un certain nombre de fake news, comme ils disent aujourd'hui, par rapport à notre projet sur l'immigration. Nous ne sommes pas des gens qui voulons mettre des barbelés et des miradors aux frontières de la France pour que personne ne rentre et que nous vivions entre nous, j'allais dire, très égoïstement, etc. Tout ça est faux. Nous sommes, nous, pour une régulation de l'immigration. Ce n'est pas du tout pareil. Et nous sommes évidemment pour l'application de ce qui existe déjà. Par exemple, le droit d'asile. Sauf qu'aujourd'hui,
80% de l'immigration qui nous est proposée, entre guillemets, en France, vient pour des raisons économiques et non pas pour des raisons humanitaires. C'est-à-dire qu'elles viennent concurrencer sur le marché du travail, qu'on le veuille ou non. Qu'elles viennent concurrencer nos propres chômeurs et les personnes, nos compatriotes qui n'ont pas d'emploi. Pas seulement sur le marché du travail, mais sur tout ce qui accompagne le marché du travail. Puisque des gens arrivent dans un pays où il n'y a déjà pas de travail, donc ils ne risquent pas d'y travailler. Mais une fois qu'ils sont chez nous, il faut bien participer, entre guillemets, à leur vie. Il faut leur donner de quoi manger. Il faut les loger. Il faut mettre leurs enfants à l'école. Il faut les soigner. Il faut veiller à la sécurité, parce que bien souvent, on les met dans des ghettos où on les laisse comme ça dans la nature, et vous avez vu un peu le résultat. À Calais, il y a à Sangatte, ou dans d'autres d'ailleurs lieux, qui créent un certain nombre quand même de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un trop-plein d'immigration que nous ne pouvons pas assumer, sauf à faire baisser les prestations sociales de nos propres compatriotes ou à continuer à creuser à la fois le trou des finances publiques et le trou de la sécurité sociale, parce que tout le monde est humain, et moi le premier, je suis très touché quand je vois un certain nombre de personnes qui sont dans la misère et qui viennent chez nous. Mais après que vous faites ce constat-là, il faut savoir qui paye, comment on paye, qu'est-ce qu'on propose à ces populations qui arrivent du monde entier, puisque manifestement nous n'avons plus les moyens de les assimiler. En rappelant des chiffres, vous êtes en train de recevoir votre feuille d'impôt, là, je suppose, ou vous l'avez reçue. Oui, mais il faut la payer maintenant. 2000 milliards d'euros de dette. La France, aujourd'hui, 2000 milliards d'euros de dette. Pratiquement 100% du PIB. Un commerce extérieur en déficit permanent. Et un budget de l'État qui est voté lui-même en déficit permanent depuis maintenant plus de 30 ans. Comment voulez-vous que la France s'en sorte et que les Français s'en sortent? Mais pire que ça, plus on a du déficit et plus on ponctionne les Français. Plus on fonctionne les Français et plus on organise la paupérisation, la misère et l'assistanat, c'est-à-dire et plus on crée les conditions pour l'État de devoir aider des gens qui en ont de moins en moins, tout en ayant de l'autre côté de l'échelle des gens qui en ont de plus en plus. Parce que jamais le fossé n'a été aussi grand entre ceux qui en ont le plus en France et ceux qui en ont le moins. Et les Gilets jaunes ne font qu'exprimer d'une manière brutale, peut-être, l'énorme frustration et l'énorme injustice qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de foyers, de familles, de femmes seules, de retraités ne peuvent tout simplement pas joindre les deux bouts parce que la vie est trop chère, parce que les impôts, la fiscalité est trop chère, et quand on vous fait croire qu'on baisse la fiscalité nationale d'un côté, on l'augmente de l'autre. Alors ici, on n'est pas sur la communauté d'agglomération de Perpignan, mais vous savez, quand je vois le président de la République dire « mais c'est magnifique, il n'y a plus de taxes d'habitation », il faudrait faire le calcul des taxes qui ont augmenté dans les communautés de communes et les communautés d'agglo. Et vous verrez que ce qu'on vous donne dans une poche, on vous le reprend de l'autre. Et encore, on vous en enlève un peu plus, puisque les retraités, eux, ont perdu avec la CSG 3,5, et que depuis, et c'est ça qui est dramatique, depuis l'affaire des Gilets jaunes, tout est en train d'augmenter. L'électricité, le gaz, l'essence, les mutuelles, les assurances, etc., les transports. Il n'y a pas un secteur, l'alimentation, qui a échappé à la hausse des prix. Alors vous vous dites, mais les leçons de bonne gestion et les leçons de compétence de la part de M. Macron et de l'élite française, il serait quand même temps que le peuple arrête d'y croire. Ce n'est pas parce que vous sortez de l'ENA que vous êtes plus capable qu'un autre.
Ce n'est pas parce que vous sortez de Polytechnique que vous êtes plus capable qu'un autre, ou de HEC, ou de je ne sais où. Évidemment qu'il faut des hauts fonctionnaires, c'est fait pour ça, pour faire tourner les administrations. Mais ce n'est pas, une obligation que les hauts fonctionnaires aient raison sur tout et, détiennent la vérité révélée dans tous les domaines, et notamment sur le domaine de l'économie et sur le domaine de la gestion d'un pays. La preuve. Et je ne sais pas, moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, si on continue avec ce système, jusqu'où on va aller. Mais moi, je sais où je ne veux pas aller. Et si je me bats en politique depuis déjà 30 ans, c'est pour éviter cela. Je ne veux pas qu'on aille vers une guerre civile. Voilà, parce que dans de plus en plus de conversations, j'entends de plus en plus de gens qui me disent « Non, mais ça va péter, de toute façon, ça finira en guerre civile. » Eh bien non, il ne faut pas que ça finisse en guerre civile. Il faut que le peuple récupère son pouvoir par les urnes. Parce que jusqu'à présent, la souveraineté, c'est lui qui la détient. Et quand il n'est pas content d'un président, il le lui fait savoir. Et quand il n'est pas content d'une politique, eh bien, il vote l'inverse. Mais il faut arrêter de continuer à voter toujours pour les mêmes. C'est ce que je dis souvent dans mes réunions. On vit dans un pays, dans la ruralité que je connais très bien. Les gens votent quelquefois, ou socialistes, ou communistes, ou même à droite, de génération en génération. Mais dites, les socialistes d'il y a 70 ans ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Hein. Il faut quand même arrêter d'y croire à ça. Hein. Et je ne vous parle même pas des communistes d'il y a 40 ans. Vous voyez bien qu'il y a eu un changement à la fois qualitatif et programmatique dans toutes ces familles politiques. Et que ce que défendait, par exemple, mon grand-père ariégeois socialiste, plutôt de gauche, ne correspond plus du tout à ce qui est défendu aujourd'hui par le Parti socialiste, qui navigue entre, la bourse, les marchés financiers, et des gens comme M. Moscovici, ou M. Hollande, ou tous ces grands nantis de l'État qui ont gouverné la France comme des bons à rien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas du patriotisme. Dans tous les villages, dans toutes les villes de France, vous étiez de droite ou de gauche, il y avait une fibre patriotique. La République, le drapeau bleu, blanc, rouge, l'hymne national, ça veut dire quelque chose. Et c'était tellement vrai qu'on a réussi à assimiler à notre pays des générations et des générations de gens qui venaient d'ailleurs et qui, par eux-mêmes, se sont fondus dans le moule français et républicain, et qui aujourd'hui, sont des Français à part entière, et plus la question ne se pose pas. Et là aussi, je le rappelle, portugais, espagnol, polonais, italien, bref, des générations et des générations. Ils sont venus, ils ont travaillé, se sont installés, leurs enfants ont fait souche ici, et ils se sont totalement assimilés à la nation. C'est ça, la France. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qu'on nous propose. Aujourd'hui, c'est d'un côté l'économie à outrance et des citoyens qui sont transformés en carte bleue, et de l'autre côté, des citoyens du monde où il n'y a plus de culture, où il n'y a plus de religion, où il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de racines, il n'y a plus rien. C'est ça le monde qu'ils sont en train de nous présenter. Et ça, l'Union européenne, c'est l'armée de tout ça. C'est l'armée du mondialisme qui va nous imposer petit à petit des choses que nous ne voulons pas. Un petit mot, parce que je n'en ai pas parlé, sur la religion. Moi, je n'avais jamais autant entendu parler de religion que depuis quelques années, avec la présence de milliers et des milliers de personnes qui se revendiquent d'une religion qui, il faut quand même le dire, est relativement récente sur le sol français et européen. Et nous n'avons pas peur d'en parler, puisque nous sommes pratiquement les seuls à défendre la mémoire de précisément ces anciens combattants français musulmans qui ont mis, leur peau au service du pays et qui sont des Français comme tous les autres. Mais nous avons dépassé ce cap. Aujourd'hui, il y a une immigration qui vient chez nous et qui ne compte pas rester chez nous pour s'assimiler, mais qui compte nous imposer des manières de voir et des manières de penser ou de prier qui ne sont pas les nôtres et qui sont même contraires, totalement contraires à ce que nous pensons. Et là, il faut être très clair. Il ne faut pas faire comme M. Macron, on va modifier la loi de 1905. Il ne faut pas faire comme M. Sarkozy, on va créer un conseil français du culte musulman, avec les frères musulmans, avec des Marocains, des Algériens, etc. Ça, c'est donner précisément et mettre le doigt dans l'engrenage du communautarisme et de l'explosion de la France. Ce qu'il faut faire, c'est rappeler les règles. Et les règles,
c'est la loi de 1905, qui était une loi contraignante pour les catholiques eux-mêmes, puisque ça a été une loi de guerre contre les catholiques, qui a fini de s'imposer, année après année, décennie après décennie, au point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même plus personne ne se pose la question. C'est quoi la laïcité à la française? Tu rendras à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'espace privé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout ce qui est dans l'espace public, vous respectez les autres. Et vous respectez le pays qui vous a accueilli, ses lois, ses coutumes, ses traditions, ses bâtiments, etc., etc. C'est ça, j'allais dire, la laïcité et le respect de la vie en société en France, où ça devrait l'être. Eh bien, aujourd'hui, non. Et ne croyez pas que c'est valable dans les banlieues. Perpignan, ça commence. Des horaires aménagés dans certaines piscines pour différencier les femmes et les hommes, des menus spécialisés parce qu'il y a des interdits alimentaires, des médecins qui ne peuvent pas ausculter des dames ou inversement parce que, précisément, la religion les interdit. J'étais à Font-Romeu l'autre jour, il y a un pompier qui est venu me voir, il me dit « Monsieur Alliot, je suis témoin dans un accident de la route. On est arrivé, une femme avait eu un grave accident, son mari nous a empêchés de la toucher. Il a fallu qu'ils demandent au central s'il n'y avait pas un médecin femme disponible pour venir donner les premiers soins, etc. Et il me demandait, juridiquement, je risque quoi si je le fais quand même? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors qu'on devrait dire à ces gens-là, sans racisme, sans xénophobie, sans quoi que ce soit, vous êtes en France, les lois sont comme ça, vous vous y adaptez. D'autres avant vous l'ont fait. Si vous jugez que votre foi est supérieure aux lois de la République française, eh bien, allez vivre votre foi ailleurs, dans un pays où précisément vous pourrez vivre tout ça parfaitement. Mais ne venez pas tenter de vivre chez nous en nous imposant des choses qui ne sont pas les nôtres. C'est cette soumission-là qui est dramatique. Et cette soumission, elle est dans tous les domaines. On n'a pas su dire non à l'Europe sur le droit. On n'a pas su dire non à l'Europe sur la dérive financière, sur la jurisprudence. Et maintenant, on ne sait pas dire non à l'Europe sur l'immigration. Jusqu'au bout du processus, où un jour vous retournerez et vous direz « Mais mince, la France qu'on a connue, elle n'existe plus. » Et la France des 32 000 clochers, des mairies, des écoles publiques, etc., ce sera terminé. Ce sera un autre monde. Eh bien, c'est ça, nous, que nous proposons, non pas de revenir en arrière, mais j'allais dire de remettre, comme on dit aujourd'hui, l'Église au cœur du village, de rappeler les règles, d'appliquer les lois, et d'être évidemment intransigeant avec ceux qui ne la respectent pas, et notamment en matière ou tout simplement en matière de respect de la République et de la France. Un petit mot quand même sur les djihadistes. Ces gens brûlent leurs passeports. Ils vont se battre au bénéfice d'un État étranger qu'on appelait l'État islamique, et on est obligé de les reprendre en France, de les loger, de les juger, etc., etc. Mais il n'y a que nous qui faisons ça. Tous les autres pays, même européens, ont réglé le problème, je vous signale. Les Anglais, déchéance de la nationalité. Quelqu'un qui brûle son passeport et qui va se mettre au service d'une nation étrangère contre la France, eh bien, il doit perdre sa nationalité. Où est le problème? Moi, j'aimerais qu'on me dise où est le problème. Évidemment, on est incapable de dire où est le problème, parce que tout simplement, c'est la logique, c'est du bon sens, et que nous n'avons pas, nous, un programme d'exception, nous avons un programme de logique pure. Il doit y avoir quelques imprécisions, évidemment, il doit y avoir des choses qui ne vous plaisent pas, mais sur l'essentiel, je suis persuadé que si notre formation politique et notre programme étaient présentés d'une manière objective, eh bien beaucoup plus de Français nous rejoindraient, parce qu'ils partagent tout ce que je vous dis. Au moment des attentats, où Hollande a voulu rétablir, ou plutôt décider, de la déchéance de la nationalité pour les terroristes, je vous signale que plus de 75% des Français étaient pour, et notamment des Français de gauche.
et que le problème de la France, il n'est pas le peuple qui, en général, a des idées saines, il est de l'élite et des gens qui nous gouvernent, qui sont, pour la plupart, il faut le dire, tordus. En tout cas, sur des choses qui sont absolument basiques et logiques. Voilà, mesdames et messieurs, sur l'Union européenne, et rapidement brossé, le tableau que je voulais vous donner. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste récupérer notre souveraineté. C'est tout. Il faut qu'au Parlement européen, il y ait des députés qui défendent leurs intérêts nationaux et qui coopèrent pour le reste. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas très, vous savez, malheureusement, c'est pas très difficile, mais il faut être nombreux et il faut pouvoir évidemment avoir le courage de défendre un certain nombre de positions. Nombreux nous le serons. Nous sommes en tête dans les enquêtes d'opinion et j'espère que nous allons le rester, mais surtout, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, nous aurons à peu près des alliés dans une vingtaine de pays. Voilà, ça c'est voilà. Nous pèserons dans une vingtaine de pays. Et très certainement, on peut espérer le mieux, hein, mais nous aurons au sein du Parlement européen le deuxième groupe en nombre avec nos partenaires européens pour peser sur les décisions ou pour empêcher qu'un certain nombre de décisions se passent. Et quand M. Macron dit tout à l'heure « mais il faut voir le bilan catastrophique du Rassemblement national au Parlement européen », mais ce n'est pas nous qui gouvernons, c'est totalement débile de dire ça. Nous avons un groupe minoritaire qui n'a aucun pouvoir. Comment vous voulez que nous pesions sur des décisions? C'est lui qui fait la politique de la France, ce n'est pas nous. Et avant lui Hollande et avant lui Sarkozy. Mais nous sommes des opposants. Petite opposition il y a 5 ans. Demain, j'espère, une grande opposition. Mais voilà ce qu'il faut faire. Freiner, convaincre et réorienter la politique européenne vers tout ce dont je viens de vous parler. Voilà, quel est le sens de notre engagement. Nous ne sommes pas des anti-européens, nous ne sommes pas des xénophobes, nous ne sommes pas des racistes, il faut le rappeler tout ça. Nous sommes encore moins des fascistes ou je ne sais quoi. Nous sommes simplement un mouvement démocratique français, patriote et national, qui veut défendre les intérêts de la France et les intérêts d'une Europe européenne. Voilà ce que nous sommes, ni plus ni moins. Encore faut-il évidemment que les Français ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent, comme je le disais tout à l'heure, de mettre systématiquement aux responsabilités des gens qui, maintenant, depuis 40 ans, n'ont fait que trahir les intérêts de la France et pousser l'économie française à la faillite. Merci de m'avoir écouté. S'il y a des questions, j'y répondrai. Et ensuite, vous êtes invités à boire l'apéritif républicain ou le vin d'honneur, comme vous voulez. Allez-y. Oui, je vous laisse boire, je vous en prie. J'ai beaucoup apprécié votre intervention parce qu'il y a une démonstration. Mais il y a une chose qui m'inquiète quand même. La France, c'est même pas 1/100 de la population mondiale. La France toute seule. Donc moi, j'ai quand même besoin d'une Europe, peut-être d'une Europe des nations que vous prenez, mais c'est ça, il me manque la liaison là. Est-ce que dans le cadre de cette Europe des nations, on aura cette force, parce que seul 1/100 de la population, on n'ira pas loin. C'est là ce qui me manque. Merci. Mais ça, j'allais dire, on est au cœur du grand sujet démographique mondial. L'Europe n'a cessé de se dépeupler, entre guillemets, et de ne pas renouveler ses générations. Et il a fallu faire un choix. Le choix de nos gouvernants, ça a été l'immigration extra-européenne, plutôt que la natalité. Et tout a été fait, on peut dire, pour que l'Europe en général par aussi le progrès, le système de consommation, ne renouvelle pas ses générations et un déficit démographique global qui est très important. Et je parle pour la France encore, et je pense à l'Allemagne, c'est pas terrible du tout, mais il y a des pays qui arrivent à relancer un peu
la machine démographique. Je pense à la Hongrie, à la Pologne, à des pays qui ont des mesures incitatives pour que, précisément, on arrive à renouveler les générations, n'oubliant pas que ce sont les générations d'aujourd'hui qui paient les retraites, et ce sont les générations à venir qui paieront les nôtres. Et que si il n'y a que de l'immigration et du chômage, ça ne va pas être facile de payer les retraites dans les années qui viennent, avec notre système de production. Donc c'est un problème démographique mondial qui est lié à l'explosion démographique aussi de l'Afrique. On oublie de dire qu'en 2050, c'est demain, l'Afrique, ce sera 2 milliards et demi. 2 milliards et demi. Et si l'Afrique est dans cet état de misère, de guerre civile, etc., je peux vous dire qu'ils n'auront que d'autres choix. C'est comme ça, ce phénomène, que de venir là où on peut manger et là où on croit qu'on va vivre. Mais le problème démographique et le problème de l'immigration, il est devant nous, il n'est pas derrière. Car l'explosion démographique, elle est là aujourd'hui, sous nos yeux. Et c'est pour cela que nous avons, nous, une grande politique de co-développement avec le continent africain, car il n'y a aucune raison que l'Afrique ne se développe pas. Aucune. Et ça fait partie de ce que vous dites en filigrane. C'est qu'effectivement, nous pesons peu, mais il faut dire qu'il y a des continents et des pays qui ont explosé. Et on se retrouve aujourd'hui face à une surpopulation mondiale, mais avec des déséquilibres énormes entre le Nord et le Sud. Pour ceux qui connaissent bien ça, je crois que l'Algérie, quand les Français sont partis en 62, je crois qu'il y avait 7 millions de musulmans. 7, Chaque fois, j'ai des chiffres, 7 ou 9. Bon. Aujourd'hui, ils sont combien? Non. 40. Voilà. En un demi-siècle, regardez les millions de populations qu'ils ont pris. C'est valable pour l'Algérie qui est à nos portes, mais c'est valable dans tous les pays d'Afrique et l'Égypte. 100 millions d'habitants bientôt. C'est pas rien, La Turquie, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé. La Turquie, dans quelques années, globalement, on peut dire 100 millions d'habitants. Et là, vous avez un problème majeur qui est à la frontière de l'Europe. Et avec manifestement des gouvernements qui sont très peu conciliants, et qui deviennent même quelquefois inquiétants. En tout cas pour celui de M. Erdogan. Donc là encore, voilà, c'est un vrai sujet mondial, la démographie, vous avez raison, nous pesons peu, peu démographiquement, mais je ne pense pas que ce soit en laissant comme ça nos portes ouvertes, sans régulation et sans remise en ordre, qu'on arrivera à peser demain ou même à influencer le cours mondial, parce que le problème, il est là. C'est que l'Europe, la part européenne dans l'influence du monde, elle est en train de se réduire comme un pot de chagrin, puisqu'aujourd'hui, il y a qui compte? Les États-Unis, par la puissance militaire, parce qu'économiquement, on pourrait parler de leur dette abyssale, de leur dollar, etc., par la puissance militaire, l'Inde, la Russie, et la Chine. Le gros morceau, ça va être la Chine. Et lui, il avance sans faire de bruit. Elle avance. Voilà. D'abord, elle est riche, elle a des populations travailleuses et qui savent faire ce que nous savons faire. Je veux dire, il n'y a pas de problème de compétences du tout, ni de formation, ni d'ingénierie, ni de tout ce que vous voulez. Et puis surtout, elle est en train de s'armer, si vous le permettez, jusqu'aux dents. Ça, on l'oublie. Un seul chiffre. L'année dernière, la Chine a sorti autant de bâtiments de guerre que l'ensemble de la marine française. Et chaque année, ce sera ça. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. C'est une armée qui est déjà gigantesque et qui commence à avoir des velléités d'expansion. Je pense au Pacifique. La présence chinoise dans le Pacifique devient un peu agressive. On en reparlera, mais vous verrez qu'il y a un vrai sujet sur la Chine et que si, évidemment, il faut discuter, travailler, échanger avec la Chine, il y a quand même aussi beaucoup de choses à mettre en œuvre pour freiner ses ardeurs en matière financière, en matière économique. Une autre question. La Chine, ce que je ne savais pas, par exemple, elle détient 25% de la Deutsche Bank. Elle est au cœur du système bancaire européen. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Ils détiennent je ne sais pas combien de la dette américaine. Donc c'est un pouvoir de pression indirect
qui est redoutable. D'autres questions? Non? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à prendre un pot, le vin d'honneur, et on va chanter la Marseillaise, comme toujours après notre réunion. Merci.